c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je sais que je vous dis ça à chaque fois, en général à chaque début d'épisode de podcast, mais j'espère sincèrement que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous, et que vous démarrez en tout cas ce mois de septembre comme il se doit, en forme, et puis dans la joie et la bonne humeur, avec un business en tout cas en pleine santé, c'est l'idée. Et puis voilà, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis hyper contente de vous présenter du coup ma première intervenante québécoise, s'il vous plaît. Super ravie d'accueillir Geneviève Gauvin qui accompagne des entrepreneurs justement à créer leur formation, à libérer leur horaire, à créer un business qui travaille pour eux plutôt que de travailler au final pour son business et d'être un petit peu l'esclave de son entreprise. Enfin bref, j'adore son énergie, j'adore son peps, j'adore son Instagram, j'adore ses cheveux, faut le dire. Et puis voilà, je suis super contente de vous présenter Geneviève Gauvin pour parler aujourd'hui de temps surtout et de comment créer un business essentialiste. Alors Geneviève va vous expliquer ce que ça veut dire être essentialiste, revenir à l'essentiel entre autres, et cette question de comment avoir un business qui travaille pour soi plutôt que l'inverse. J'espère en tout cas que l'interview va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec notre rencontre. Bonjour Geneviève. Salut, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Je suis contente qu'on se parle aujourd'hui. Ouais, moi aussi. En forme, du coup? Absolument, oui. Moi, c'est la deuxième journée que je vais porter mon fils à la garderie. Je me sens comme une nouvelle femme. Ma vie vient de changer. Plus de temps, du coup, pour toi? Oui, pour moi. Ouais, définitivement. Je veux garder mon horaire minimaliste, mais je veux avoir plus de temps pour moi. Plein de choses que je repoussais depuis un moment. Donc, c'est le temps, là. J'ai de l'espace. Ouais, c'est top. C'est bien parce qu'on va justement en parler. Je suis super contente, en tout cas, de pouvoir t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Et puis, du coup, première intervenante québécoise, quand même, hein? Yeah! Il y a beaucoup de pression, par exemple. Là, il faut que je montre qu'on est des gens cool et qu'on vaut la peine d'être interviewé. Alors moi, j'adore l'accent québécois, par contre. Merci beaucoup. J'adore. Je suis une formation de coaching au Québec, tu sais, et tout le temps, du coup, j'apprends plein d'expressions, alors c'est génial. Ouais, on en a beaucoup, mais je vous dirais que pareil, de votre côté de l'océan, à chaque fois, il y a tout le temps des nouvelles choses. Je parlais avec quelqu'un hier, puis je parlais de candidature pour un programme, puis chez nous, on dit application, puis j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu la différence. Donc la personne me reprit, puis j'étais comme, c'est clairement un angle mort. Je savais pas du tout que, je faisais quelque chose ou je disais quelque chose que, en France, en Europe, les gens comprenaient pas, là. Fait que c'est ça, c'est le fun d'apprendre un petit peu de chaque culture, finalement, en faisant le pont, en faisant des entrevues, en faisant des partenariats, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça qui est drôle. Est-ce que tu peux te présenter, peut-être, du coup, pour les personnes qui nous écoutent? Absolument. Geneviève Gauvin, dans le fond, j'aide les entrepreneurs à créer puis rentabiliser des formations en ligne pour être capable de libérer leur horaire, générer des revenus exponentiels puis vivre la vie qu'ils veulent. C'est ce que je fais personnellement depuis 2013 officiellement. J'ai commencé à vendre ma première formation en 2014, mais je suis sur le web en vendant des infoproduits. C'était un e-book à l'époque. Depuis ce moment-là, avec l'affiliation, donc on a eu des affiliés qui nous ont aidés pendant des années. Et puis en 2017, j'ai décidé de commencer à enseigner ce que je connaissais aux entrepreneurs francophones parce que mon entreprise avait tout le temps été anglophone, finalement, avait été pour le marché international anglais. Et puis, depuis, j'ai lancé mon podcast Les Vraies Affaires qui roule depuis maintenant le 3 février 2018. Ça fait un petit bout. Et puis, c'est ça, j'enseigne aux gens, comme je disais, vraiment à créer des formations, les rentabiliser pour avoir une entreprise qui les supporte finalement, qui supporte leur lifestyle et que ça soit pas une business qui travaille pour eux et pas le contraire. Et j'ai bien dit une business, au Québec on dit une. C'est vrai que ça m'avait interpellée la première fois où je t'avais entendu dire ça sur ton podcast, une business, mais j'adore. Ouais. Je me dis que ça rajoute un petit côté féministe puis mes messages de libération et pas de tabou d'argent et tout. Mais en fait, c'est juste comme ça qu'on le fait chez nous.
Et c'est vrai que j'aime beaucoup moi l'idée que tu apportes du fait que notre entreprise devrait travailler pour nous plutôt que nous travailler pour notre entreprise. Et c'est tellement important parce que moi je vois tellement d'entrepreneurs effectivement faire l'inverse et au final s'épuiser et être esclave au final de son entreprise, quoi. Puis la plupart des gens se lancent en affaires pour plus de liberté, ils veulent gérer leur horaire, ils veulent plus avoir de patron qui leur dit quoi faire. Puis au final, ils recréent le même environnement, sinon pire, parce qu'on se connaît, les entrepreneurs, on peut travailler 24/7. Fait qu'on recrée une prison finalement parce que c'est souvent c'est ce qu'on connaît, tu sais. Donc de changer le mindset, de travailler avec un objectif en tête qui est une vie idéale et de construire une entreprise autour de ça, faire en sorte qu'on perd pas de vue ces objectifs-là au lieu de finalement, comme on dit, se perdre dans le travail puis devenir esclave de notre entreprise, comme tu as dit. Ouais, c'est ça. Moi, je suis justement en train de faire un petit peu ce switch-là, tu vois. Au début, quand j'ai démarré, je travaillais 7 jours sur 7, tout le temps, à fond dedans, parce que j'aime ce que je fais aussi, tu vois. Je suis passionnée et tout. Donc, ça me dérange pas en soi. Mais là, je commence à voir que je veux bien quand même, tu vois, me libérer. Au moins le week-end, déjà, ce serait déjà bien. Oui, ça devient taxant. Ça devient taxant pour l'énergie. On récupère pas. Il y a tout le temps un niveau de stress qui est constant. Donc, c'est sûr que j'aide les gens aussi à garder ça minimaliste. Ça fait partie de mes messages aussi essentialistes, disons, de toujours focuser sur l'essentiel. Pas juste l'essentiel en affaires, qu'est-ce qui fait un retour sur investissement, mais aussi l'essentiel pour nous, parce qu'on est l'individu, finalement, que l'entreprise devrait servir. Évidemment, il y a les clients aussi, là, mais... tu sais, voilà. À quel moment, qu'est-ce que du coup, tu as décidé de faire ce switch-là vers un business plus essentialiste, comme tu dis? Le switch d'heures, j'ai déjà travaillé du 40 heures semaine pendant les premières années, je dirais même en fait entre 2013 puis avril 2018 officiellement, un petit, mettons, bref, peu importe, c'est pas tant pertinent, mais tout ça pour dire que j'en ai fait du 40 heures avec ma propre business. Mon mari, c'est aussi mon partenaire d'affaires. Donc, c'est difficile de se mettre des limites aussi quand c'est la même entreprise. Mais en 2017, j'ai eu un enfant. J'ai eu mon fils qui est né. Pas en 2017, pardon, en 2018. Puis, à partir du moment où j'ai accouché, je me suis dit, quand je vais retourner au travail, on va juste travailler à temps partiel. Donc, pourquoi? C'est parce qu'il allait pas à la garderie. J'ai mentionné tantôt qu'il vient juste de commencer. Ça a pris 3 ans. Il allait pas à la garderie et moi et mon mari, on a divisé l'horaire en 2. Il fallait que quelqu'un s'en occupe. Donc, il y avait une limite qui était comme une hard limit, littéralement, là, qu'on pouvait pas dépasser parce que, fallait que quelqu'un s'occupe du bébé, tu sais. Donc, mais ça a été extraordinaire au final parce que ça m'a permis de dire non à plein de choses. C'est difficile de dire non à des choses, mais là, j'avais comme pas le choix. J'avais une très bonne raison de dire non, ce qui m'a forcé à garder mes projets les plus simples possibles, garder un nombre de projets le plus minimal possible aussi, de vraiment choisir où je passe mon temps pour garder cet horaire de 15-20 heures la semaine. Puis maintenant, bon, ça fait 2 jours, j'ai 2 jours d'expérience, genre avec un horaire complètement libre, mais je veux encore garder ça parce que j'ai encore juste un cerveau, puis j'ai pas envie de rajouter trop de choses dedans qui fait en sorte que ça rajoute du stress, c'est difficile à gérer, puis je crois vraiment à l'espèce de motto qui est en anglais « You get what you focus on », donc t'as des résultats de ce sur quoi tu focuses. Je crois vraiment à ça. Quand on met ses efforts, quand on met vraiment son énergie sur un projet à la fois, on le complète plus rapidement, on est capable de vraiment bien maîtriser aussi tous les aspects, de le répéter, de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, de comprendre qu'est-ce qui a pas fonctionné. Ça s'applique aux différents médias sociaux, aux projets et ainsi de suite. Donc, initialement, ça a été forcé. Je dirais avant 2018, ça a été aussi quand on s'est rendu compte à quel on dépensait beaucoup, l'entreprise devenait extrêmement non seulement énergivore parce que puis là on devait déléguer, ce qui nous créait des dettes aussi parce qu'on devait payer ces gens-là. Fait qu'on s'est ramassé avec une entreprise qui allait dans tous les sens. Donc, on a dû vraiment faire du ménage un peu partout, dans les logiciels, dans les gens avec qui on travaillait. Encore une fois, pour revenir à l'essentiel, je pense que ça a été les débuts vraiment de cet essentiel-là. Au niveau de l'entreprise, au niveau personnel, je remonte même jusqu'en 2014 où on a décidé de tout vendre, nos meubles, de vendre le condo, de partir voyager parce qu'on retrouvait l'essentiel
notre essentiel personnel où nous, on est des gens qui veulent cette liberté-là, qui veulent voyager et le modèle condo, famille, bébé, chien, ça fonctionnait pas. On avait besoin vraiment de différentes choses, mais t'as besoin de retourner à cet essentiel et te poser la question, qu'est-ce que moi je veux pour entamer ce processus-là? Ça commence souvent au niveau personnel ou non, pas nécessairement. Ça pourrait être commencé au niveau business aussi, mais dans tous les cas, ça commence par une petite question de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est essentiel pour moi comme individu maintenant. Puis éventuellement, ça fait débouler les choses parce qu'on tombe dans une espèce de rabbit hole qu'il faut que tout soit optimisé, il faut ça nous libère encore plus de temps. Donc bref, c'est là où j'en suis rendue, mais ça a été en plusieurs vagues, tout dépendant de mes besoins de l'époque, disons. Ah, c'est bien, c'est un beau chemin. Oui, c'est qui prend quand même beaucoup de temps. Je regardais, c'est ça, je faisais le calcul, puis ça fait déjà 8 ans que je fais ça. Puis, oh, mon Dieu, ça me rajeunit pas. Le temps passe vite. Oui, vraiment. Et du coup, tu disais un peu plus tôt que tu as dû apprendre effectivement à dire non à certaines choses. Comment est-ce que tu choisis ce à quoi tu vas dire oui, ce à quoi tu vas dire non? Sur quoi est-ce que tu te bases? C'est pas un processus simple, dans le sens où il y a plusieurs questions à se poser. Premièrement, il faut savoir, tu sais, est-ce que ça nous rend heureux ou est-ce que ça nous rend pas heureux? Mais dans les trucs qui nous rendent pas heureux, il y a des trucs qui sont nécessaires quand même. Genre, pour la plupart des gens, les finances. Moi, les finances, ça me fait plaisir. J'aime ça, les finances. J'aime ça, être en contrôle de la situation, comprendre. Les chiffres veulent dire beaucoup de choses. J'ai comme appris à apprécier cet aspect-là de mon entreprise. Et au niveau personnel aussi. Dans tous les cas, il y a des choses comme ça qu'on a besoin de faire, même si ça nous tente pas. Donc, on peut pas dire non à tout ce qui nous tente pas. Il faut vraiment faire la part des choses, mais en même temps, est-ce que peut-être que ça peut être optimisé? Est-ce que les processus peuvent être plus simples? Est-ce que, tu sais, des fois, on met en place des systèmes parce qu'on s'est fait dire qu'il faut que ça soit comme ça, puis finalement, on n'en a pas besoin, notre modèle d'affaires ne demande pas ça non plus. Donc, il y a toujours moyen d'optimiser les choses qui nous tentent pas de faire ou de les déléguer. C'est possible aussi de déléguer. Je pense que on devrait tous commencer par maîtriser un peu tout dans notre entreprise initialement. Ça nous permet ensuite d'être des meilleurs patrons et de mieux déléguer parce qu'on comprend mieux la tâche. On n'a pas besoin éventuellement de comprendre tous les détails puis de devenir excellent dans tout. Ça se fait pas. On a vraiment des zones de génie. Mais quand même, de comprendre le portrait qui s'offre devant nous de à peu près n'importe quelle tâche, ça fait en sorte qu'on est des meilleurs entrepreneurs. Mais il y a un certain point où on doit quand même déléguer, puis c'est le genre de choses qui peut être délégué, surtout si c'est nécessaire, mais que ça nous plaît pas. Ensuite, il y a une question de est-ce que ça rentre dans l'horaire? Mais même avant ça, c'est quoi ton horaire préféré? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et pour certaines personnes, ils veulent travailler 40 heures et c'est correct, t'es pas obligé de travailler moins, tu sais. Je pense que ça revient à l'individu. Moi, je suis quelqu'un qui veut travailler 15-20 heures. Je connais des gens qui veulent travailler 40. Il n'y a pas de bonne réponse. Donc, de déterminer c'est quoi cet horaire-là. Puis ça peut être aussi, ça ressemble à quoi dans la journée. Est-ce que tu travailles juste des matins et des soirs pour une raison quelconque? Tu veux pas travailler des après-midi? Il n'y a pas de bonne réponse, encore une fois, c'est de déterminer qu'est-ce qui est le mieux pour nous par rapport à notre vie. Mon horaire, à travers le temps, a changé, a évolué selon mes besoins. Quand je n'avais pas d'enfant, c'était différent. Quand j'ai eu un kid, ben là, j'étais obligée de m'adapter. Éventuellement, même à son horaire de sommeil, parce que là, ben, il fallait que quelqu'un s'en occupe quand il dormait pas. Bref, ça change et c'est correct. Il faut se laisser évoluer comme ça. Mais il faut toujours se reposer la question de quoi j'ai besoin maintenant, au niveau individuel. Puis ensuite, qu'est-ce qui fait vraiment une différence dans mon entreprise? Est-ce que je fais les choses parce que je devrais ou est-ce que je fais les choses parce que ça a un impact? Donc, de faire ce ménage-là, de se poser les questions, de faire le tri, c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'à la fin, c'est un peu comme une passoire, tu sais. Puis tu sais, les chercheurs d'or avec leur passoire, puis on brasse, puis on finit par trouver les pépites. Puis c'est exactement ce dont on a besoin pour faire bouger l'aiguille, pour qu'il y ait des résultats quelconques au niveau de l'entreprise et au niveau personnel aussi. Donc, de faire le travail, de se poser une tonne de questions, c'est pas nécessairement facile, mais ça amène des beaux changements en général. C'est un cheminement. Absolument. Ça prend du temps, il faut se laisser
faut se laisser le faire, ce cheminement-là, puis pas se mettre la pression de « Ah ben non, mais OK, la semaine prochaine, je commence à un horaire de 15 heures quand on faisait 60 la semaine précédente. » Ça fonctionne pas, c'est un processus. Il faut éliminer des trucs non essentiels, un à la fois. Il faut être capable de stabiliser l'entreprise au fur et à mesure. La même chose avec la vie, tu sais. Il faut être capable de faire des changements qui vont durer longtemps parce que sinon, ben c'est un petit peu comme les diètes, hein, avec la perte de poids et ce genre de choses-là. Une diète, c'est rare que ça a des effets long terme. Être trop drastique dans ce processus-là, c'est la même chose. C'est vrai, effectivement, ouais. Donc c'est partir de soi, partir de ce qu'on a envie et de ce qu'on a besoin, du coup, effectivement, ouais. Faire les choses de manière fluide, du coup, et que ça prend du temps. Absolument. Et du coup, tu travailles 15h-20h, t'as dit, c'est ça, par semaine? Oui. J'imagine qu'en travaillant ce quota horaire-là, tu délègues une bonne partie ou pas? Pas tant! Jusqu'à aujourd'hui, j'ai délégué le processus de création de mon podcast. Donc, je fais l'enregistrement, bien entendu. Je poste à la fin. Je sais même pas pourquoi je poste d'ailleurs. Ça pourrait être automatisé, mais je pense que j'apprécie aussi répondre aux commentaires en direct, donc être présente à ce moment-là. Mais tout le milieu, je fais rien de ça. Donc ça, j'ai fini par le déléguer, mais ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans avant de me rendre là, puis de me dire, OK, là, ce processus-là est tellement bien systématisé que je peux le déléguer, puis tu sais, c'est vraiment c'est une machine. C'est une machine que je délègue, puis quelqu'un qui s'en occupe. Fait que ça m'a pris un certain temps, mais j'ai fini par le faire. La publicité, maintenant, j'ai engagé une agence qui va gérer le placement. Je crée encore les textes, les designs, et ainsi de suite, mais c'est eux qui gèrent tout le placement. Mais jusqu'à même l'automne passé, donc ça fait même pas 1 an encore, c'était moi qui gérais mes pubs quand j'en avais besoin, tu sais. Donc j'ai fini par déléguer ça. Évidemment, c'est pas comme un grand rôle dans mon entreprise. Je parle à ces gens-là une fois par mois quand on fait le rapport, puis je paye la facture. Et c'est tout. C'est tout. Mais il n'y a absolument rien d'autre. Puis je suis en processus d'engager une autre assistante finalement qui va aider plus avec la gestion de l'entreprise. Mais c'est pas encore fait et ça m'a pris... je suis rendue là. Ça m'a pris plus de 3 ans, finalement, avant de me rendre là. Donc, j'ai pas délégué grand-chose parce que ce que je fais est essentiel. Donc, ça prenait tellement pas tant de place dans mon horaire. Ça me laissait de la place pour faire la création. Ça me laissait de la place pour être présente sur les médias sociaux. Et malgré tout, l'entreprise est capable de se gérer elle-même. Mais c'est ça, c'est un des avantages de faire le ménage. Je parle souvent des parallèles avec la méthode Marie Kondo. KonMari, je vois que tu connais. Mais c'est ça, de genre, je l'ai jamais vraiment écouté en français, son contenu, mais does it spark joy? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça t'amène de la joie? C'est la même chose. C'est le même processus de se poser la question avec n'importe quoi. Est-ce que ça ramène un retour sur investissement aussi? Puis quand il te reste juste l'essentiel, ça fit dans un horaire, ça fit dans pas grand-chose, finalement. Donc, j'ai pas eu besoin de déléguer grand-chose jusqu'à aujourd'hui. Et ça minimise mes dépenses aussi. Ce qui est important si on veut garder une marge de profit assez élevée et ne pas prendre tous nos beaux revenus qu'on a travaillé si fort à faire puis d'aller les redonner à quelqu'un d'autre. Si on veut en garder une certaine partie, il faut gérer les 2 leviers, faire plus d'argent, mais aussi minimiser nos dépenses. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis parce que du coup, ça veut dire qu'effectivement, tu peux et c'est possible de raccourcir son planning, de travailler moins tout en ne déléguant pas forcément plein de choses derrière, quoi. Absolument. C'est ça. Quand on garde ça simple, après, on n'a pas besoin de se rajouter de complexité non nécessaire. Et du coup, alors une peur que je pense qu'ont beaucoup de personnes et que moi je commence un petit peu à dépasser petit à petit, c'est cette peur, tu sais, de se dire que si je travaille moins, forcément je vais gagner moins d'argent aussi et mon business va pas forcément... Ouais, tu vois de quoi je parle. Oui, je suis pas d'accord. Moi non plus, mais tu vois, c'est un chemin aussi à faire. C'est le monde du 9 à 5 qui nous a appris à charger à l'heure. Notre valeur est horaire. Mais je suis pas d'accord parce que la plupart des gens voient ça comme ça et même beaucoup de freelance, quand ils se lancent, ils vont dire « je vais charger à l'heure ». Puis j'aime beaucoup l'analogie de mon amie Alex Martel qui, je sais pas si c'est elle qui l'a inventé, mais bref, on va lui donner ce crédit-là. Que le problème avec le charger à l'heure, c'est que plus tu deviens efficace, moins tu fais d'argent. Right? Parce que, si une tâche te prenait 10 heures à faire avant, puis tu chargeais $100, mais tu faisais 1000, puis là, ça t'en prend 2, mais là, tu fais 200.
Donc, il faut tout le temps que tu sois en plus en recherche de clients pour être capable de faire ton même 1000 $. Ça fonctionne pas, le salaire horaire. Donc, c'est pour ça que je préfère les produits d'information, les formations en ligne, parce que chaque heure que je passe à faire quelque chose, premièrement, je compte pas mes heures de rien. Déjà, j'en fais pas beaucoup, j'en travaille pas énormément, mais je compte jamais mes heures. C'est aussi un mindset à faire parce que, encore une fois, au niveau, quand on est employé par quelqu'un, on compte ses heures. On punch in, on punch out. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne pas comme ça avec les produits d'information. On est payé en nombre de ventes de formation, pas en nombre d'heures que ça nous a pris. Puis une des erreurs que les gens font spécifiquement par rapport aux formations en ligne, c'est qu'ils vont passer 2 ans à créer leur formation en ligne. Puis là, ils disent, ça m'a pris 2 ans à faire, ça va coûter cher cette formation-là, mais la transformation offerte, la valeur de la formation devrait pas être très élevée. C'est pas nécessairement tout le temps le cas. Il y a des formations qui offrent des super grandes transformations qui valent très bien leurs 1000, 2000, 10 000 $. Mais c'est pas parce que tu as pris 2 ans à faire une formation qui, disons, montre comment ouvrir un compte Pinterest et ouvrir un compte Pinterest et gérer, ça offre une certaine transformation. Peut-être qu'il y a un aspect dans la formation qui parle de retour sur investissement, de comment monétiser, qui pourrait peut-être augmenter la valeur de la formation. Mais c'est pas le temps que tu as passé dessus. Ça change absolument rien. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important, spécifiquement les formations, de lancer rapidement, pas de créer quelque chose sur un coin de table qui n'a pas de valeur, mais de le faire simplement à l'essentiel. Évidemment, c'est un mot qu'on va réentendre beaucoup aujourd'hui. À l'essentiel pour être capable de lancer, améliorer, relancer. Là, ça fait 2 fois qu'on fait des profits, là. Améliorer, puis éventuellement, on est rendu à faire des profits exponentiels avec un produit qu'on a créé une fois, mettons qu'on a modifié une fois, puis qu'ensuite, là, il peut se vendre à l'infini. Donc, la valeur d'une heure devient exponentielle en créant ce genre de produit-là parce qu'il n'y a pas de limite à combien de formations on peut vendre. Le travail que j'ai fait pour, mettons, ma dernière formation qui était la méthode bêta, le travail que j'ai fait j'ai travaillé là-dessus avant le lancement en avril, mai, juin, qui était la première cohorte, 2020. Le travail que j'ai fait me sert encore aujourd'hui. Fait que on voit plus dans le temps avec ces heures-là, au lieu de dire, l'heure que je viens de passer, elle est terminée, elle n'existe plus. C'est vrai, mais comment est-ce qu'on peut tourner cette heure-là en investissement pour que ça paye encore pendant des années? Fait que c'est un peu comme, c'est ça le shift qu'il faut faire pour se dire, OK, premièrement, mon salaire horaire peut augmenter. Si on décide qu'on reste dans le one-on-one, on peut toujours augmenter le salaire horaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont un blocage par rapport à ça. Mais outre les blocages des salaires horaires, comment est-ce qu'on peut tourner ces heures-là en investissement au lieu d'en dépenses pratiquement parce que une heure, quand on la passe avec un client, elle est disparue. Elle n'existe plus. L'argent, on peut tout le temps en refaire, mais des heures, c'est fini. Il y a une limite aux heures. On les retrouve plus. Donc, pour moi, c'est important d'optimiser tout ce processus-là pour avoir le plus de temps pour moi, pour vivre. J'ai juste une vie à vivre. Ça a l'air un petit peu... je sais même pas comment traduire ça. Je me suis fait dire récemment que vous ne compreniez pas c'est quoi. En québécois, on dit « quétaine », qui est un petit peu... le seul mot que j'ai, puis je sais même pas si c'est un mot qu'on utilise encore en 2021, c'est comme « ringard ». Mais tu sais, c'est comme pas... C'est vraiment pas sexy. Mais c'est ça, c'est vraiment pas sexy de dire ça parce que c'est comme un peu du réchauffé, disons, du pré-mâché, mais on a juste une vie à vivre pareil, tu sais. Puis je veux la vivre pleinement et je veux avoir une entreprise qui supporte tout ça. Fait que je vais faire mes investissements comme il faut. Je vais bien les choisir. J'adore cette manière de penser et c'est vrai que moi j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'effectivement on pouvait... C'est pas en travaillant plus que j'allais gagner plus, quoi. C'est surtout ça. Et effectivement, je pense que c'est ce mindset qu'on a aussi beaucoup quand on est salarié et quand on travaille pour un patron. Je pense que quand on est payé à l'heure, au final, qu'on a encore, que beaucoup d'entre nous ont. Oui, exactement. On se dit, je vais travailler mes soirs, mes fins de semaine, ça va me rajouter des revenus. C'est ça. C'est pas faux, mais il y a quand même une limite parce que même si je disais on peut monter ses prix, il y a quand même un plafond qu'on finit par atteindre, tout dépendant du service qu'on offre, tu sais. Puis sinon, l'autre option, c'est d'augmenter son nombre d'heures. Mais ça répond pas au besoin initial de liberté, là. On se rappelle, la plupart des gens veulent ça en commençant. Je veux la liberté. Et où ta liberté?
Fait que de retourner à ça fait prendre des décisions qui sont plus alignées. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que le modèle des formations en ligne, du coup, est très bien pour ça. Et pas pire. Je pense que tu diras pas le contraire. Non. Et alors du coup, moi j'avais suivi ton challenge de Reels, tu sais, sur Instagram, au mois de juin. Alors déjà bravo pour ça, parce que je trouvais ça génial. Merci. Merci! Je suis contente, ça a été vraiment, vraiment un plaisir à faire. J'ai adoré l'idée quand tu l'avais annoncé sur Instagram. Et enfin, ils sont top, tu vois, tes vidéos. Et du coup, je me demande comment ça, par exemple, tu vois, tu le fais rentrer dans une stratégie, du coup, qui est essentialiste. Ben, premièrement, mon horaire est tellement simple que, bon, je l'ai un petit peu pressé dans mes 15 heures, disons, mais j'ai pas dépassé. Parce que je suis rendue à un certain point avec mes formations en ligne où je fais des revenus. Tu sais, les fameux revenus passifs, là. J'haïs ça, dire ça, revenu passif, surtout aux gens qui commencent avec les formations en ligne, parce qu'on va se le dire, ça sera pas passif tout de suite. Ça va prendre un certain temps avant que vraiment on se lève un matin, puis là on a fait de l'argent en dormant, puis qu'il n'y a pas eu d'effort nécessairement de notre part de faire en sorte qu'on ait une visibilité extra. Remarque, ce que j'ai fait avec le défi de Reel, c'était la visibilité extra. Donc, j'ai mis en place des processus pour que la vente se fasse automatiquement, que les gens découvrent la formation, apprennent à comprendre comment est-ce que ça peut les aider. Tout ça, et que la vente se passe de façon automatique sans que j'ai aucun apport personnel, que je mette aucune heure là-dedans. Mais il faut quand même réussir aussi à mettre, comme je disais, de l'essence dans la voiture. Faut que ça fonctionne, tu sais. Donc, c'était un effort spécifiquement de visibilité pour vendre dans ce tunnel de vente-là. Mon but, c'était vraiment de suivre comment ça allait être, quoi les résultats par rapport à ça, ce qui a fait en sorte que durant le mois de juin, qui a été mon meilleur mois sans lancement, sans promotion, sans absolument rien, mon tunnel de vente spécifiquement venant d'Instagram a converti à 2%. Pour les non-initiés, ça a l'air pas très bon, mais c'est excellent. Donc, je suis vraiment contente de ça parce qu'effectivement, ça fait en sorte que les gens ont plus conscience que le tunnel existe, que la masterclass existe et qu'éventuellement, je fais plus de revenus avec ça. Mais je fais pas beaucoup de lancements non plus. Dans mon année, j'ai un gros lancement pour le Bundle Catching que j'organise depuis 2 ans. Sinon, j'ai pas d'autres projets majeurs durant l'année. Ça fait partie aussi encore une fois, de l'essentialisme où je choisis pas un gros lancement par mois. J'ai des processus en place qui font en sorte que je fais des ventes avec ma formation de façon plus sereine à l'année longue. J'ai une nouvelle formation qui sort, en fait, qui est déjà sortie au moment où le podcast est live, qui est une expérience premium, ma nouvelle expérience premium. Le programme s'appelle 1 an sans lancement. Donc, pour ceux qui ont déjà une formation en ligne et qui veulent justement la rentabiliser à l'année longue, sereinement, sans le stress des lancements et ainsi de suite, en utilisant les stratégies que moi-même j'utilise. Donc, toutes ces stratégies-là m'ont permis d'avoir l'espace pour ce défi-là à ce moment-là. Même si j'étais en train de travailler sur 1 an sans lancement, puis que j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus d'espace. Je regrette absolument pas ma décision d'avoir fait ce défi-là pour tous les bénéfices que ça m'a amené. Oui, les ventes, c'est ça que je voulais faire, là. Oui, les ventes, mais aussi la visibilité extra sur Instagram. Ça m'amène des gens, des nouveaux abonnés qui éventuellement sont... Tu sais, mon but, c'était pas d'avoir 10 000 nouveaux followers, mais je sais que chaque nouvelle personne qui apprend à me connaître à travers la diversité des Reels que j'ai fait voit ma personnalité qui est un petit peu folle aussi, très, très explosive, en tout cas sur Internet, qui apprend à me connaître, qui apprend à connaître mes différents messages, mes différents angles. C'est une bonne façon aussi de les amener rapidement dans mon monde en faisant un boost de contenu comme ça. Et j'ai vu ça, tu sais, le nombre d'interactions avec ma communauté aussi a vraiment explosé. Le but, comme je disais, c'était pas d'avoir de faire grossir mon compte Instagram tant que ça, mais ça fait partie des effets secondaires vraiment agréables. Donc, je le referai plus tard. C'est vraiment un boost, c'est vraiment un outil qui peut vraiment aider finalement si on reste stratégique. C'est top, c'est top. Tu peux peut-être juste rappeler du coup quel était le challenge en 2 mots pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est des Reels, vu qu'on va s'adresser plutôt à des personnes qui sont sur LinkedIn. Ah oui, ben pas de problème. L'Instagram a une fonction qui s'appelle les Reels, qui est pratiquement copiée de TikTok, qui est basically des courts vidéos entre 15 et 60 secondes maintenant. La
plupart des vidéos sont plus entre 7 et 15. En fait, je dis 15 et 60, mais on peut être moins que 15, là, dans tous les cas. À peu près ça. Des cours vidéo qui peuvent être éducatifs, qui peuvent être de l'humour, évidemment, qui peuvent être inspirationnels, du mindset. C'est vraiment un outil qui est très tendance ces temps-ci, spécifiquement parce que les gens apprécient beaucoup le format vidéo court. Puis ça éduque. Il y a façon, finalement, de montrer sa personnalité, d'éduquer, pour les formateurs, pour les marketeurs aussi, de parler des objections, de vraiment aller chercher comment est-ce que les situations initiales des gens pour les faire comprendre, les rendre, en anglais ils disent problem aware, donc au courant du problème, puis qu'ils soient capables de dire ou de reconnaître finalement le problème chez eux. Donc c'est vraiment un média qui est vraiment cool. Ça m'a pris du temps avant d'embarquer là-dedans. J'ai toujours été plus stories. Je pense pas qu'il y en a sur LinkedIn des stories, mais je sais qu'il y en a sur Facebook aussi. Elles viennent d'arriver sur LinkedIn. Ah ben voilà, donc ça fait longtemps que j'étais sur les stories d'Instagram. C'est ma seule plateforme en fait sur Instagram, pour être honnête. J'ai toujours apprécié ça, mais le montage, on dirait des reels, j'étais comme ça va prendre du temps. Mais au final, le défi que je me suis lancé, c'est de faire pendant 30 jours, de mettre sur Instagram un nouveau reel par jour. Et encore une fois, le but, c'était spécifiquement de faire des ventes, d'amener des gens vers mon tunnel, puis de booster un peu toutes mes stats. Ce qui a fonctionné. Très bien. Bah bravo en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Donc plus d'abonnés, plus de ventes passives du coup. Oui, plus d'abonnés, plus de ventes passives, plus d'interactions, énormément plus d'interactions, plus de clics sur mon site web à travers le lien dans ma bio, plus au final. Ça a vraiment amené beaucoup. Je pense que c'est, comme je disais, c'est à utiliser comme une stratégie temporaire. Il y a beaucoup de monde en fait, mais en fait j'en connais des experts d'Instagram, des experts de Reel qui postent tous les jours, puis qui jurent que c'est la meilleure option. Puis c'est correct, mais c'est pas, ça ne reflète pas dans mon horaire. Puis je suis correct avec les résultats que j'ai sans le faire à l'année longue. Fait que tu sais, ça peut être temporaire, ça je veux dire. Ouais, c'est comme tout. Après, tu repars de ce que toi tu veux, de ce que toi t'as envie aussi, et il faut que ça aille avec... De l'essentiel. Voilà, avec toi. Voilà. Exact. Et du coup, quelle est ta vision au final pour le futur de ton business et de ton podcast du coup aussi? Oh là là, du podcast. On commence par là parce que le podcast, là, je suis rendue à la moitié de ma 4e année. En fait, j'ai fait 3 ans complètes, je suis dans ma 4e année. Puis je veux vraiment, ce que je veux faire avec les vraies affaires, c'est encore une fois, c'est de donner vraiment tous les outils aux infopreneurs et infopreneurs en devenir pour tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, littéralement. Pour revenir à leurs propres essentiels, pour leur donner tous les outils dont ils ont besoin pour générer des revenus exponentiels et se libérer l'espace possible, donc en interviewant des experts à ce sujet-là qui peuvent les aider à optimiser, à avoir des meilleurs résultats, à commencer à enlever les blocages aussi. Il y a beaucoup de blocages par rapport à vendre automatiquement. Il y a plein de personnes qui se mettent... On fait beaucoup d'auto-sabotage par rapport à ça, par rapport à notre relation par rapport à l'argent. Faire beaucoup d'argent, c'est bien, mais il y a beaucoup de monde qui le voit pas comme ça, tu sais. Donc, de travailler tout ça, puis d'aider les femmes en priorité à atteindre ces revenus-là pour éventuellement créer une bunch de millionnaires. Ça serait le fun. C'est avec le podcast. Sinon, écoute, avec les formations, comme je disais, en août, j'ai ouvert les applications pour un lancement qui est comme en format bêta encore, qui est comme ma première cohorte, disons, les premières personnes qui vont rentrer là-dedans. J'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi les résultats avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Des gens qui sont épuisés des lancements puis qui pensent que c'est la seule option pour rentabiliser une formation en ligne. Je veux les aider dans ce côté-là parce que on crée une formation en ligne, on se fait promettre la liberté, ça prend un certain temps, mais une fois qu'on est rendu justement à avoir cette liberté-là, il faut se donner les outils pour le faire, tu sais, puis de pas se remettre encore une fois dans une prison où on pense qu'il faut faire des choses, mais qu'on, tu sais, bref, il y a d'autres options. Puis sinon, il y a toujours ma formation, la méthode bêta qui va être encore disponible, qui aide les gens à créer leur première formation en ligne, une nouvelle formation en ligne et de le faire en mettant vraiment des fondations solides, en créant une bêta qui est une version live en direct pour lancer rapidement, simplement, augmenter ses marges de profit puis être certain que le marketing convertit bien, que les gens sont prêts à acheter la formation et puis que le contenu a vraiment aussi beaucoup d'impact. Donc, c'est vraiment les deux seuls
formation que je vais avoir dans l'avenir parce que la formation marketing affilié édition créateur que j'avais précédemment a été inclue dans un an sans lancement, donc elle sera plus disponible par elle-même. On voit encore que je garde mes trucs minimalistes. J'ai juste deux formations. Je n'ai pas besoin, j'en veux pas d'autres. Il y a le bundle catching qui arrive pour la 3e édition en février. Pour ceux qui se posent la question, c'est un bundle de 15 formations à 96% de rabais à peu près, qui arrive seulement une fois par année. C'est comme Noël. En février. J'ai hâte. Oui, moi aussi. Donc, c'est vraiment, c'est tout. C'est mes seuls projets. J'ai même pas de projet pour lancer la méthode bêta. Je suis capable de la rentabiliser en masse sans faire ça. Je veux aider les gens à voir les autres options. Ça a toujours fait partie de ce que je veux faire, de voir les différentes options qui s'offrent à eux et de pas suivre un processus parce qu'ils pensent que c'est ce qu'ils devraient faire, mais de vraiment choisir d'être intentionnel par rapport à comment ils font grandir leur entreprise et qui construisent leur vie. Super, c'est génial, c'est très inspirant en tout cas. Oh, merci. Pour finir ce podcast, alors j'aime bien finir tous mes épisodes de podcast sur quelque chose que les gens peuvent mettre en pratique, tu vois, dès la fin du podcast, parce qu'on parle, mais du coup, que les gens puissent repartir avec quelque chose de plus concret. Pour quelqu'un qui a envie, effectivement, de revenir à l'essentiel dans son business et de libérer aussi son horaire, quelle serait pour toi la première chose à faire ou ton premier conseil que tu donnerais? Comme l'entreprise doit être bâtie autour de nous, la première chose à trouver, c'est qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qui on est? C'est large, là, c'est large comme question. On est comme, ouf, qu'est-ce que je veux? La plupart des gens savent qu'est-ce qu'ils veulent pas. On sait, non, je veux pas travailler pour quelqu'un. OK, fine, check. On sait que c'est ça, tu sais. Mais on a une idée un peu floue de qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Puis je pense qu'il y a un exercice que les gens pourraient faire pour avoir un peu plus de clarté sur ce qu'ils veulent. C'est de suivre leur jalousie. C'est un concept que j'ai découvert dans le livre de Rachel Rogers qui, en anglais, c'est « We should all be millionaires ». Oui, j'ai comme découvert Rachel dans la dernière année, puis je suis comme « Oh my God », c'est comme le messie de l'argent. Mais oui, le concept, justement, de suivre sa jalousie, qui, je pense que ça donne tellement des indices forts, justement, sur qui on veut, qu'est-ce qui nous allume, c'est quoi qui fait, tu sais, des petites étincelles. Donc, qu'est-ce qui nous rend jaloux? Pas dans le but d'être amer, pas dans ce but-là, mais vraiment de dire, mettons, on regarde la télé, puis on voit quelqu'un qui habite sur le bord de la mer, puis on fait comme, oh my God, j'aimerais tellement ça. OK, mais pourquoi? OK, ça va sur ton vision board, là. Ça va sur comment est-ce que tu veux que ta vie soit. Ça veut pas dire que demain matin, tu vends ta maison, tu t'en vas vivre sur le bord de la mer, mais tu commences par créer ta vision, justement, de qu'est-ce que ça devrait être ta vie, qu'est-ce que tu veux que ça soit ta vie. En suivant ces différents feelings-là qu'on a, parce que c'est correct d'être inspiré, finalement. Inspiré est le mot-clé ici, parce que les autres ont, que toi, t'as pas. Pas jaloux, comme je disais, pas rester amer, rester comme, je suis une victime, puis non. Comment est-ce que le succès des autres peut t'inspirer à avoir la même chose? Parce qu'il y a plein de gens qui font comme, non, j'ai pas besoin de, tu sais, j'habite à Montréal, ce qui est comme la grosse ville au Québec, puis il y a plein de gens que je connais, que Montréal, ça les intéresse vraiment pas. C'est des gens qui veulent vivre en campagne ou qui veulent vivre dans des plus petites villes puis apprécier on n'a pas toutes les mêmes choses pour eux, Montréal, c'est trop crowded, c'est trop de trop. Moi, ça m'excite, c'est quelque chose qui fait que tu sais, c'est pas tout le monde qui veut les mêmes choses. Il y a des gens qui c'est ça. Bref, de suivre de qu'est-ce qu'on veut en suivant notre jalousie, je pense que c'est la première chose, de vraiment regarder autour de nous. Qu'est-ce qui nous rend jaloux un petit peu et de rajouter ça sur la liste de qu'est-ce que tu veux dans la vie parce que clairement, tu as découvert quelque chose. Éventuellement, tu finis par découvrir ça, que ce soit ton horaire, right? Que ce soit où est-ce que tu habites, que ce soit qu'est-ce que tu portes, que ce soit le look de quelqu'un. On n'est pas des victimes. On a le choix d'aller chercher ces choses-là. Ça se peut que ça soit difficile, ça se peut que ça soit long. C'est pas grave. D'avoir cette vision-là, de savoir qu'est-ce qu'on veut, ça nous rend laser focus finalement sur ces choses-là, puis ça nous amène à prendre les bonnes décisions pour nous. À partir de ce moment-là, on peut créer une entreprise qui supporte ça. Parce que si on dit qu'on est jaloux de quelqu'un, mettons quelqu'un qui écoute ça et qui dit « Oh my God, je suis tellement jalouse à travail 15-20 heures semaine, voir que je serais jamais capable. » OK, premièrement, t'es pas une victime. Si clairement ça t'intéresse de travailler aussi 15-20 heures semaine, probablement que ça t'intéresse pas de travailler 40. Rajoute ça sur ton tableau. Inspire-toi. Pars de là. À partir de là, comment est-ce que ton entreprise peut servir ça?
Ça veut dire peut-être que tu vas faire des choix. En fait, aujourd'hui, j'ai créé justement un épisode sur les 10 choses que j'ai sacrifiées pour garder un mode de vie essentialiste, tu sais. C'est des sacrifices, là. On va se le dire. Il y a des sacrifices à faire, mais c'est des sacrifices qu'on fait en toute conscience, qu'on est sur la bonne voie, qui sont moins difficiles à faire dans ce sens-là. Mais quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, faire des sacrifices, c'est difficile. Donc, la première étape, c'est vraiment de déterminer qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Puis si on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on veut, de suivre sa jalousie. J'aime beaucoup cette idée de jalousie, du coup, que tu inverses, parce que souvent, on le voit vraiment d'un côté négatif. La jalousie positive, c'est tellement bizarre, mais j'aime ça comme idée. Oui, voilà, jalousie positive. Moi, c'est top, j'adore. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Je pense que ça fera plein de belles pépites, en tout cas pour les gens qui vont nous écouter. Donc merci beaucoup. Ben ça me fait vraiment plaisir. Encore une fois, merci pour l'invitation. Pour vrai, super belle discussion. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? 2 endroits. Mon site web, genevièvegauvin.com, où on peut retrouver mon podcast aussi. Évidemment, le podcast est disponible sur iTunes et sur Spotify et partout où est-ce qu'on écoute des podcasts. Et mon compte Instagram, donc _, Geneviève Gauvin. C'est tout. C'est vraiment les 2 seuls endroits où je me tiens. Et c'est ça, le podcast s'appelle Les vraies affaires si ça intéresse quelqu'un. Top. Bah, je mettrai de toute façon ton site internet du coup en description du podcast. Parfait, merci. Super. Bah merci à toi. Passe une belle journée. Mais merci. Toi aussi. Bye là. Bye. Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et que vous avez aimé découvrir Geneviève. N'hésitez pas à la suivre sur son compte Instagram ou aller sur son site internet. Je mettrai tout en description de ce podcast. Donc vraiment, si vous avez une chose à retenir, je pense, c'est apprenez à vous connaître vous aussi, à connaître vos rêves, savoir de quoi vous avez envie, du business que vous avez envie de créer. Et puis ensuite, faites-le tout simplement. Allez chercher les outils pour le faire. Et puis voilà, ne soyez pas forcément esclave de votre activité parce que c'est pas l'idée, mais ayez un business qui travaille pour vous parce que justement c'est comme ça que vous allez avoir aussi plus de liberté, c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre aussi vos objectifs. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de jugement à avoir sur le fait de vouloir avoir un business qui travaille pour nous et pas l'inverse. Je sais qu'on est dans une société où on nous a éduqués avec cette idée-là aussi qu'on doit travailler beaucoup pour réussir, qu'on doit absolument travailler 35-40 heures, voire beaucoup plus en tant qu'entrepreneur pour justement réussir et atteindre ses objectifs, avoir assez d'argent pour se verser un salaire à la fin du mois, etc. etc. Enfin, on pourrait en faire tout un autre épisode, c'est tout un autre sujet aussi. Je sais qu'on nous a élevés comme ça, particulièrement en France, et c'est vrai que c'est assez prenant. Mais justement, vous avez le choix de ne pas subir cette pression-là et le choix de créer votre entreprise comme vous la voulez, comme vous le souhaitez. Si vous avez envie de travailler 40 heures semaine, faites-le parce que ça vous plaît, parce que vous êtes passionné, parce que vous en avez besoin, vous en avez envie. Si au contraire, vous rêvez d'avoir un business où vous allez travailler peut-être que 15-20 heures comme Geneviève, faites-le aussi. Vous pouvez le faire, il suffit juste en fait de prendre cette décision-là. Voilà, je vous laisse en tout cas passer une très très belle journée. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur Apple Podcast, ça aidera beaucoup le podcast à se faire connaître. Et puis je serai très très contente en tout cas d'avoir vos retours. Et puis je vous souhaite une très très belle journée, très belle semaine. À très bientôt.